Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on reçoit Tom Bombadil, vous le voyez de plus en plus sur cette chaîne, effectivement Tom Bombadil, c'est le gérant de la chaîne YouTube Les Entretiens de la Comté. C'est un plaisir, on collabore de plus en plus ensemble, c'est même devenu dans le privé un ami. Bonsoir, bonjour Tom Bombadil, comment allez-vous tout d'abord? Bonsoir, mon cher Alexandre, merci pour cette présentation, très agréable. Effectivement, nous devenons, amis, il faut bien le dire et je vais très, très bien, en cette, jolie soirée estivale. Eh oui, estival parce que nous sommes en été, il fait chaud et la France est dans un état d'urgence, non pas à cause du climat, mais à cause de sa situation démographique principalement. On aura l'occasion de développer ces thèmes ce soir. Donc tout d'abord, c'est la première fois que le Parti La France invite quelqu'un qui cache son identité. C'est pour ça d'ailleurs que voilà, la vidéo est un peu différente de d'habitude. Ce qui est pas problématique pour les forums du Parti de la France ou les bistrots du Parti de la France parce que ce sont des émissions audio, mais là en l'occurrence c'est la première fois que j'invite quelqu'un qui ne montre pas sa tête. Est-ce que vous pensez que le fait de ne pas montrer votre tête ni votre nom est suffisant pour vous protéger tout en restant dans l'anonymat? Est-ce que vous vous pensez anonyme grâce à ça? Bah, pour vous répondre très nettement, Alexandre, non, évidemment pas. Ce n'est pas suffisant pour assurer, un anonymat du moins, durable et maîtrisé. J'en suis, tout à fait conscient, je suis en paix avec ça, si je puis dire. Pour ma part, d'ailleurs, ce n'est pas une forme de veulerie, heu, c'est simplement pour ne pas faire de tort à mes proches, en réalité, qui n'ont pas du tout les mêmes, idées que moi, pour, beaucoup et qui n'ont pas, à subir les foudres de mon engagement politique, car on connaît les méthodes de la gauche malheureusement. Heu, Ayant perdu sur les terrains, de la rhétorique et de la philosophie, il se réfugie, dans la mesquinerie, la plus lâche, et la plus, propre, aux invertébrés qu'ils sont. Je les vois comme des gastéropodes et il faut bien le notifier. Donc voilà les raisons pour lesquelles, je suis, relativement, je le rappelle, anonyme. Encore une fois, ça n'a pas vocation à être un anonymat, durable et maîtrisé, c'est une forme de discrétion, dirons-nous, plus que de secret. Merci beaucoup pour votre réponse sur cette première question. Alors j'en ai 10 au total de questions, voilà, je ne vous le cache pas, j'en ai 10 et on va passer à la seconde désormais. Tom Bombadil, c'est un personnage de l'univers de Tolkien. Pourquoi avoir choisi celui-ci pour représenter votre engagement politique? Oui, alors je ne sais pas si c'est le personnage qui représente, mon engagement politique. Voilà, je dois bien le dire, ce n'est qu'à moitié sérieux. J'ai conservé ce pseudonyme, parce qu'il me semble, assez sympathique, à vrai dire, j'aime beaucoup le personnage de Tom Bombadil, effectivement dans le roman, du Seigneur des Anneaux, mais pas que, puisqu'il y a également eu, son propre roman qui s'appelait, Les Aventures de Tom Bombadil, qui est un petit conte, une petite, chanson d'eau, comme le disait Tolkien. Hem, donc il n'y a pas de comment dirais-je? De volonté de résumer mon engagement politique, au personnage de Tom Bombadil qui d'ailleurs, n'a pas de velléité, politique particulière dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un personnage, certes singulier, heu, mais qui n'a absolument pas de visée politique à ma connaissance. Je dirais que c'est simplement, le fait qu'il soit nimbé de mystère, qui fait que c'est un pseudo qui convient parfaitement à un podcasteur anonyme, encore une fois. OK, je vois très bien, OK, très bien. Intéressant. Parlons directement maintenant, de votre chaîne YouTube, si vous le voulez bien. Vous avez été encouragé à vous lancer sur YouTube et ça vous réussit bien, parce que ça marche bien. Je vais vous laisser donc développer à l'aide de cette question. Pouvez-vous nous expliquer les différentes émissions que vous faites? Oui, tout à fait, il faut bien le dire, c'est vous-même, Alexandre, à qui il faut rendre, grâce, à ce niveau-là. C'est vous-même qui m'avez, poussé, plus qu'un autre. Vous n'avez pas été le seul, mais vous avez été le plus convaincant, heu, à me lancer sur YouTube. J'y étais un petit peu, réticent jusqu'à très récemment et c'est vous qui m'avez convaincu, il faut bien rendre à César. Donc pour vous répondre, Alexandre, donc sur, ma chaîne actuellement, j'ai, 4, formats différents. Un premier qui est également le format principal qui est éponyme, qui s'appelle Les Entretiens de la Comté. Les Entretiens de la Comté accueillent, des personnalités publiques,
de sensibilités différentes, mais il faut bien le dire majoritairement, de courant, de droite, qui s'attachent à offrir des entretiens, assez prolongés, voire très prolongés. Je crois que nous-mêmes, lors de la première émission du format, nous avions fait, 2 heures et demie d'émission, mon cher Alexandre, et nous avons, je crois, battu le record avec, Pierre Cassand. Donc voilà, c'est un entretien qui se veut, intime, qui permet, à l'invité de développer son parcours, mais également ses positions politiques. Certaines questions, entre guillemets «pointues», qu'il n'a pas forcément, ni l'envie, ni le temps de développer, sur d'autres chaînes, ni même sur la sienne parfois. Tout simplement parce que, pris par l'actualité, pris par plein d'autres choses, et le format YouTube n'aidant, il faut bien le dire, pas toujours, à faire de longs développés. On est à l'ère de TikTok, on est à l'ère du temps de cerveau disponible, on est à l'ère du poisson rouge, et eh bien, les gens décrochent rapidement, tout simplement. Donc là, c'est une chaîne qui s'adresse, davantage, ou du moins un format, ce format, des entretiens de la Comté, qui s'adresse, à des gens qui ont le temps, à des gens qui ont gardé le temps de penser, le temps de réfléchir et le temps d'écouter un entretien, long, a avec un invité, pardon, de qualité, trié sur le volet, qui sont, toujours, accueillis avec les honneurs. Oui, tout à fait, je confirme, j'étais très bien accueilli. Et là, vous avez parlé que d'un concept, vous avez parlé des entretiens de la Comté, mais vous en avez 3 autres, si je me trompe Naturellement, pas? voilà, c'était pour, oui, oui, naturellement, c'était pour, vous parler du format principal de la chaîne. J'ai un format adjacent qui s'appelle, Quitter le Mordor, hein, toujours dans cette imagerie, tolkienienne. Quitter le Mordor, eh bien, je pense que le titre déjà en dit assez. C'est un format qui s'attache, à donner la parole aux expatriés francophones, français, pour la plupart, qui, sont expatriés dans des pays, européens ou occidentaux, pour, Arnaud Mille, que je salue, bien bas. Il y a également le format de la table ronde de Fontcombe que nous évoquions, tout à l'heure. Le format de la table ronde de Fontcombe, eh bien, comme son nom l'indique, distribue la parole un peu plus, anarchiquement, si j'ose dire, avec des profils qui sont, très différents. On peut aller jusqu'à, 6 personnes. Je crois qu'on est allé sur, 6 personnes lors de l'entretien sur les relations hommes-femmes. Nous avions accueilli, 3 femmes et 3 hommes, et 2 hommes, pardon. Nous étions 5. C'était sur le format, expatriation, que nous étions 6. Sur le format, donc de la table ronde de Fontcombe, nous avons fait pour le moment 2 émissions sur des sujets parfois clivants, souvent clivants, il faut bien le dire. Aujourd'hui, les relations hommes-femmes sont devenues un sujet clivant, en occident, et sur l'expatriation, mais alors là, pour le coup, c'était moins clivant puisque, nous, avions, uniquement des expatriés, heu, dans l'émission, donc des gens qui étaient favorables, si j'ose dire, au concept de l'expatriation. Et enfin, un petit format, beaucoup plus, polisson, beaucoup moins, académique, si j'ose dire, c'est la bibliothèque, du Vieux Touques, donc où je donne lecture de petits textes, qui sont, parfois, sans grand intérêt littéraire, mais qui m'apparaissent sympathiques. Le premier que j'ai fait, c'est notamment, Les aventures, de Tom Bombadil, le texte intégral qui, eh bien, convient parfaitement, aux enfants. Donc je sais que j'ai une maman qui m'a fait un très bon retour après avoir, eh bien, fait écouter ce petit podcast, à ses enfants. Ça constitue un petit conte. J'ai également donné lecture, d'un texte intégral de Charles Maurras. Donc voilà, c'est très disparate, c'est très hétérogène, et le but est de pouvoir, faire découvrir des textes à des gens qui n'ont peut-être ni le temps ni l'envie, de les lire. Voilà. Ça devait être bien Charles Maurras pour des enfants, Alors oui, non, non, pour le coup, c'est peut-être un peu moins pour les enfants. Voilà, donc j'ai voulu commencer cette série sur les aventures de Tom Bombadil pour avoir un format un peu plus coloré, un peu plus enfantin effectivement, mais j'aime aussi, eh bien, ouvrir, des perspectives, plus idéologiques. mmh. Voilà, je l'assume, je l'admets, et je pense que le texte, de Charles Maurras, donc c'est «L'avenir de l'intelligence française» que j'avais choisi, est un texte qui a, d'une part, très bien vieilli, contrairement à d'autres, qui à l'étranger notamment a beaucoup plus mal vieilli, heu et qu'il est intéressant de découvrir, quand on se dit nationaliste, ou même, quand on est d'une sensibilité de droite. Je pense qu'il y a des lectures, eh bien à avoir, ou du moins à entendre. Donc c'est, l'intérêt de la bibliothèque du Vieux Touques.
Très bien et les hors-séries également, parce que je crois qu'il y a un hors-série qui va sortir, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout Peut-être à que je me suis fait, trompé tout sur à fait. l'actualité, Non, 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 vous avez tout à fait raison. Nous avons enregistré une émission récemment, sur, le thème des jeux vidéo et elle a duré, 4 heures. Je ne l'ai toujours pas mixée, je dois le dire. Mais, ça constituera effectivement une cinquième série, enfin, en dehors de ces 4 séries, prénommées en tout cas et bien ce sera effectivement, je le pense, un hors-série, à moins que nous, rattachions, cet entretien à une série ou l'autre. Mais je pense que le plus logique, sera, qu'il appartienne au hors-série. 4 heures sur le jeu vidéo et ben ça c'est beaucoup, c'est beaucoup. Peut-être que la vidéo est déjà sortie parce qu'évidemment on tourne toujours en avance, hein, les épisodes, les entretiens du Parti de la France, hein, vous le savez. Donc vous aurez accès à la chaîne YouTube de Tom Bombadil dans la description et vous pourrez bien évidemment regarder si oui ou non cette vidéo est sortie ou s'il faut patienter encore. Continuons si vous le voulez bien. Alors là, c'est plus Alexandre Inger que ça va intéresser comme question, plus que les auditeurs. Oui, je parle de moi à la troisième personne, mais vous voyez, c'est parce que c'est cohérent, parce que on fait un peu la même chose au final, c'est-à-dire que nous avons des invités régulièrement, on fait des entretiens très longs, on en fait de manière régulière. Moi, j'aimerais connaître votre méthode de travail. Ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça peut intéresser certains auditeurs aussi qui aimeraient peut-être se lancer, ou même simplement des curieux. Eh bien, tout d'abord, j'invite, les auditeurs, qui hésitent, à se lancer. Nous sommes dans une ère, qui favorise le contenu de droite, hein, je me permets cet aparté. La victoire de Trump, a fait beaucoup de bien, je dirais, à notre visibilité, sur les réseaux sociaux. Ça aussi, il faut en prendre acte, hein, donc c'est le moment. C'est le moment, n'hésitez plus, sautez dans le wagon. Vous avez certainement une voix singulière à faire entendre, sur YouTube. Vous avez certainement une valeur ajoutée à proposer, et bien faites-le, n'hésitez pas. Donc pour répondre à votre question, Alexandre, eh bien, j'écris énormément mes émissions. De manière plus générale d'ailleurs, j'écris beaucoup. Voilà, j'écris beaucoup, parce que je pense, être plus, porté sur l'écrit que sur l'oral et j'exprime mieux mes idées effectivement une fois qu'elles ont été, écrites et donc j'écris beaucoup mes questions, tout simplement. Donc je me renseigne, sur l'invité quand il s'agit d'un entretien, de la Comté. Je me renseigne sur l'invité, j'essaye de comprendre son parcours, j'essaye de comprendre ses intentions, ses motivations, de le comprendre dans sa globalité, du moins dans la globalité du personnage public qu'il présente et bien de comment dirais-je? De rendre compréhensible et de rester compréhensible, auprès du public, sachant que parfois on aborde des thématiques qui sont, assez, de niche, si j'ose dire. Hem, il peut arriver que l'invité ait un domaine d'expertise qui dépasse de loin, mes connaissances ou les connaissances de nos auditeurs et auquel cas on va essayer de, démocratiser, de rester, dans la vulgarisation et tout en proposant, eh bien des questions et des réponses de qualité. Donc c'est vraiment le but. Je pense que c'est un équilibre, à trouver. Je ne dis pas l'avoir atteint, hein, loin de là. Mais entre, le développement d'idées des invités et des accroches, efficaces, de mon côté. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. C'est amusant parce que, je vais pas dire que je travaille un peu à l'opposé, mais on travaille pas du tout de la même manière et pourtant on arrive à produire, bah, des émissions que je considère, vu qu'elles ont une audience, je considère que ce sont des émissions réussies. Donc vous voyez, chers auditeurs, si vous hésitez à vous lancer, peu importe votre manière de travailler, il n'y a pas une seule manière de travailler qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est de vous adapter à vos besoins, vos talents et vos envies. Voilà, c'est ça qui fonctionne le plus. Naturellement. Voilà. Loin de là, voilà, très loin de là. Je pense que, c'est un «luxe» entre guillemets. Si vous prenez ça comme, comment dirais-je? Un loisir, hein, voire même un travail. Vous pouvez d'ailleurs l'aborder des 2 manières. Vous pouvez l'aborder comme un loisir ou comme un travail. Et vous pouvez, comment dirais-je? Mettre votre grain de sel, vraiment, c'est votre chaîne. Donc il faut l'attraper par la gorge, si j'ose dire et la faire vôtre. Hem, donc voilà, vous pouvez travailler de la manière qu'il vous plaît. Heu, je pense que le but est simplement d'avoir un contenu de qualité. C'est difficile, parfois c'est frustrant parce qu'on se dit toujours, voilà, moi qui suis, également essayiste et cetera, je le vois bien. Je vois bien que, une fois qu'on a écrit quelque chose, on a toujours envie de les idées sont des entités en mouvement, on a toujours envie de revenir sur quelque chose, quelque chose, quelque chose. Au bout d'un moment, il faut accepter de fixer la chose, d'accepter qu'elle soit imparfaite. C'est quelque chose que je conseillerais aux auditeurs qui veulent se lancer, que ce soit dans l'écrit ou sur YouTube. D'accepter que la chose soit imparfaite
et de ne pas céder au perfectionnisme, stérilisant, si j'ose dire. Donc voilà, je pense qu'il faut se lancer tout simplement, ne pas se poser trop de questions et se poser les bonnes plutôt et poser les bonnes, aux invités que l'on reçoit. Absolument, c'est ce que j'essaie de faire aussi, de mon côté. Merci beaucoup Tom Bombadil pour la réponse, un peu plus technique cette fois-ci, sur votre, activité politique. Continuons, si vous le voulez bien, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, mais je pense que oui quand même. Vous étiez un peu vindicatif à l'égard de Pierre Cassand lors d'une émission que j'animais où on était tous les trois. Et vous l'avez finalement invité sur votre propre chaîne tellement finalement il vous a convaincu qu'il n'était pas un gauchiste, que c'était quelqu'un de droite radical et authentique et qu'il n'était plus sur la question un peu boomer laïcard républicain et que ça fait bien longtemps que Pierre Cassand avait assumé pleinement sa droite et qu'il était, parce qu'on rappelle qu'il était de gauche jusqu'à ses 50 ans. Il me semble que jusqu'à ses 50 ans, il était de gauche. Est-ce que cet exemple vous donne un bon espoir à l'éveil potentiel d'un individu, excusez-moi, qui serait prêt à devenir nationaliste, peu importe d'où il vient, même après plus de 30 ans de militant de gauchisme pour Pierre Cassandre Riposte Lake? Alors c'est une question complexe, je pourrais résumer, en disant oui, hein, naturellement, il faut aller du côté de l'espoir, donc oui, effectivement le parcours de Pierre Cassand, est singulier et en cela donne espoir, même si on pourrait dire qu'il s'inscrit, dans, le mouvement d'extrogir, de, la droite populaire. En vérité, les mouvements ouvriers se sont déportés du PCF, largement vers le vote, Front national puis Rassemblement national, au cours de ces 40 dernières années. Donc on pourrait parfaitement considérer que Pierre, Cassand, en tant que leader d'opinion, a suivi la base, a suivi, eh bien, toute une part, du mouvement ouvrier, politiquement. Donc en cela évidemment alors tout d'abord je tiens à dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit Alexandre. J'ai été particulièrement véhément et je m'en excuse. Je m'en suis excusé auprès de Pierre, parce que tout simplement, au cours de l'émission et ensuite, en y réfléchissant, j'ai compris que je m'étais braqué sur des choses, qui m'appartiennent. Je le reconnais, je suis, farouchement anticommuniste. Hem, Peut-être, que cela m'a braqué outre mesure, outre raison dirais-je même, et que ça ne m'a pas permis de voir, eh bien, sur le chaud. Ensuite à froid ça a été différent, j'ai compris effectivement à qui, j'avais eu affaire. Mais, à chaud effectivement ça m'a donné, heu, l'impression de me braquer, alors que ça n'en valait pas la peine. Et aujourd'hui, j'ai, eh bien, beaucoup d'estime pour le travail de Pierre et je devrais, d'ailleurs, prochainement écrire, pour, Riposte Laïque. Nous sommes en très bons termes aujourd'hui. Je l'ai, comme vous l'avez dit, invité lors d'une émission, sur, les entretiens de la Comté, ma chaîne YouTube, sur le format d'ailleurs des entretiens de la Comté et ça s'est extrêmement bien passé. Il a pu développer longuement, eh bien, ses positions et nous avons eu, quelques réponses très intéressantes de sa part. Il a même battu mon record de temps, je suis très déçu, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais avec les jeux vidéo, j'ai de la marge. J'ai de la marge sur le hors-série. Ah, vous Euh, conserverez le Guinness quelque temps, à mon avis, Alexandre. Ça devrait bien se passer. Moi, mon émission la plus longue, je crois que c'est presque 5 heures. Et c'est avec Frédéric Delavier. Quand même, hein. On est sur du 4h45 de mémoire. 4h44, 4h45. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Il faut boire du café pour, vous battre. Continuons si vous le voulez bien. On n'est pas là pour faire des records de temps. Des marathons, n'est-ce pas? Non, continuons si vous le voulez bien. Alors, vous avez parlé des tables rondes, notamment ce que vous faites sur l'expatriation, donc quitter le Mordor. Je me suis dit, est-ce que on peut avoir bon espoir de voir Tom Bombadil un jour organiser des émissions ou des tables rondes sur l'importance ou non de la religion au sein de l'engagement politique, parce que vous savez que dans notre milieu, la religion a une place quand même très importante. Alors, bah, tout d'abord, oui, je ne suis pas là pour, formuler des réponses de politicien, donc je vous réponds toujours, du moins le plus souvent par l'affirmative ou la négative. Oui, 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 je c'est un sujet qui est intéressant, que ce soit historiquement, philosophiquement, politiquement, c'est un sujet, passionnant même, je dirais. Hem, je ne sais pas si j'ai encore des certitudes à ce sujet. J'en ai eu, je ne sais pas si j'en ai, encore beaucoup. Je dirais que je considère toutefois que tout prince, au sens, machiavélien, devrait s'appuyer sur un autel, AUT évidemment. Hem, Reste à définir lequel.
Reste à définir si l'autel, catholique, a encore voix au chapitre dans un régime, futur. Ce serait une longue question, une longue et vaste question qui serait passionnante. J'ai quelques éléments de réponse en tête, mais ils n'appartiennent qu'à moi. OK, très bien, très bien. On comprend. Nous, on en profite pour rappeler pour les auditeurs, pour ceux qui découvrent le Parti de la France aussi, que le Parti de la France est un parti non confessionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, voilà, à avoir la foi pour militer chez nous. Bien évidemment, voilà, on a quand même plus une petite affinité, on va dire, catholique romain. On défend le catholicisme romain en tant que parce que c'est indissociable de l'histoire de France tout simplement et de sa culture. Mais voilà, au sein de nos équipes, on a des athées, on a des protestants, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont perdus, on a même des orthodoxes, figurez-vous, et des païens. Donc la remigration avant tout, la cause nationaliste avant tout. Est-ce que vous ne trouvez pas d'ailleurs que enfin les partis politiques, la politique de manière générale, a complètement abandonné le thème de l'identité, a totalement abandonné les notions identitaires qui sont pourtant indissociables de l'identité d'un peuple et donc d'une nation. Alors encore une fois, c'est une question, passionnante. J'ai, quelques éléments de réponse, éventuels. Je dirais que le régime politique, est toujours intimement lié au mythe fondateur, qu'il précède ou qu'il suit, selon les interprétations. Mais ce sont, 2 notions qui sont extrêmement, proches. En cela, la République, ne peut s'appuyer sur la foi chrétienne. La République aura également du mal à s'appuyer, sur une autre foi, en réalité, qu'elle soit abrahamique, ou même qu'elle soit païenne, soyons fous. Ce n'est tout simplement pas dans son intérêt, heu, ce n'est pas, la manière, qu'elle a eu d'asseoir sa légitimité politique. Heu, Tout simplement la foi en tant que telle n'est pas, la manière qu'elle a de se maintenir, sur, le plan de la légitimité historique. Donc en cela, on peut toujours dire que c'est dommage, effectivement, on peut toujours dire qu'il faudrait, eh bien, se réconcilier avec le passé, catholique, chrétien de la France, pourquoi pas d'ailleurs païen, pagano-chrétien, pourquoi pas. On peut toujours se dire ça, mais en réalité, ce n'est pas du tout dans l'intérêt du régime politique qui est le nôtre aujourd'hui. Donc pourquoi le ferait-il? Si on est pragmatique, on comprend parfaitement qu'il ne le fasse pas. Et ça ne me choque pas dans la mesure où je connais la République. Et lorsqu'on connaît la République, tout simplement, il y avait une formule, la République c'est comme la syphilis, quand on l'attrape, soit on apprend à vivre avec, soit on se fait sauter le caisson. J'avais Je peut-être connais la République. J'ai peut-être mal causé, bah, vous faites pas sauter le caisson. J'ai peut-être mal posé la question. En fait, je voulais simplement dire pour est-ce que vous trouvez pas ça dommage que les partis politiques ne parlent plus de l'identité, mais je parlais pas de l'identité religieuse, je parlais vraiment de l'identité ethnique, raciale. Y a plus aucun parti Ah politique, oui, d'accord, même entendu. voilà. Oui, je parlais plutôt de cette Je croyais qu'on identité-là. était oui, la transition a fait que, j'ai pris ça pour une identité religieuse. Sur l'identité ethnique, je pourrais vous fournir, grossièrement la même réponse, cela dit Alexandre. Hem, Ce n'est tout simplement pas dans le contrat républicain. Ce n'est tout simplement pas dans l'intérêt, d'un régime mobilier, heu et bien comment dirais-je? D'asseoir une légitimité, ethnique sur une autre qui ne serait pas légitime. Ce n'est tout simplement pas dans les valeurs républicaines, ça je ils le martèlent suffisamment pour qu'on l'ait compris, que nous l'ayons compris, pardon. Donc voilà la réponse que je pourrais vous faire, il faudra, un nouveau régime politique, pour, un nouveau mythe fondateur qui lui sera plus ethnocentré que le nôtre. Aujourd'hui, on ne peut pas être dans un régime ethnocentré en restant dans la cinquième. Je suis convaincu que ce n'est pas possible. Certains disent que nous avons tous les outils, constitutionnels, que nous avons tous les outils et cetera. Moi, je ne le crois pas. En réalité, je pense que, le régime politique, et le mythe fondateur restent intimement liés et que le mythe fondateur est un mythe universaliste. Et le mythe universaliste n'a absolument pas prévu, même si ça a été le cas dans l'histoire, hein, on peut dire qu'au XIXe siècle, nous avions déjà, dans une certaine mesure, la figure tutélaire de l'être suprême. Et le mythe universaliste avait déjà fait son chemin et pourtant on a colonisé. Et pourtant il y avait, pour Jules Ferry, des races, inférieures et des races supérieures. Bon, donc la République a pu s'accommoder, mais je ne pense pas que ce soit dans le sens de l'histoire, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, à une forme un petit peu, terminale du stade républicain où on ne peut pas se dédire, des erreurs précédentes.
voilà. C'est une gigantesque fuite en avant, la République, sur 200 ans et la 5e, je pense, est la phase terminale de ce cheminement, intellectuel, philosophique, voire même para-religieux à mon sens, puisque, eh bien, il y a un mythe fondateur de la République, et d'ailleurs ces fondateurs, se vivaient comme des prêtres, comme des curés de la République, en opposition à ce que Voltaire appelait l'infâme, en parlant de l'Église. Donc, oui, non, je pense pas que ce soit dans le sens de l'histoire de revenir à une forme d'ethnocentrisme, pardon, dans un régime républicain du moins. Il faudra changer de régime. Il faudra un renversement, il faudra une révolution, il faudrait que la droite d'ailleurs se réconcilie avec ce terme, pour arriver, eh bien, à un régime qui soit plus ethnocentré. C'est mon avis. Certains diraient une révolution nationale. Mais justement, quel Certains le parti diraient. mais quel parti politique trouve grâce à vos yeux aujourd'hui? Oh bah, je vais failloter un petit peu, je dirais le parti de la France. Hem, En termes politiques, et partisans, bien que je ne sois pas, un grand, comment dirais-je, amateur du concept de la compétition pacifique pour l'exercice du pouvoir dans le cadre d'un régime de représentation. Je pense que le parti de la France, c'est ce qui peut se faire de mieux, dans ce cadre et j'aimerais effectivement qu'il soit crédité, de beaucoup plus de votes, qu'actuellement. Je pense que pour le coup, ça peut être le sens de l'histoire. Je pense que vous obtiendrez des scores qui seront de plus en plus honorables. Je vous souhaite d'avoir des élus. Je ne pense pas que vous arriverez au pouvoir, un jour. Je pense que vous-même, en êtes conscient, mais je vous souhaite d'avoir des élus. Je vous souhaite d'avoir des élus, je vous souhaite de peser dans le débat public au-delà, eh bien de la polémique et au-delà de la communication qui est la vôtre et qui est excellente, Alexandre, vous savez ce que je pense de votre, direction de la communication, elle est excellente. Heu, je pense que le parti de la France a beaucoup de chances de vous avoir, en termes de communication, mais effectivement que si on veut atteindre les sphères institutionnelles, ce sera très compliqué déjà pour le parti de la France. Donc c'est entre guillemets, selon moi, le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, le parti de la France, en termes d'appareil partisan, mais ce sera très compliqué, pour ne serait-ce qu'obtenir des élus. Mais je vous le souhaite, je vous le souhaite ardemment. Si vous passez dans ma circonscription d'ailleurs, je n'hésiterai pas à voter pour vous une seule seconde. Ah, merci beaucoup mon cher Tom, et merci pour vos compliments. Sachez qu'on a quand même des élus, hein, déjà, on a des élus. C'est juste qu'on n'a pas d'élus aujourd'hui à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. Mais on en a eu des élus au Parlement européen. Mais là, actuellement, effectivement, on a des élus plutôt, je crois que c'est conseil municipal et il me semble qu'il y en a au conseil régional, hein, mais je peux me tromper. Mais on a quelques élus, mais je suis d'accord, c'est assez insuffisant par Très bien, rapport c'est à, déjà bien, c'est assez je insuffisant l'ignorais. par parce qu'on c'est assez insuffisant par rapport à ce qu'on aimerait avoir, évidemment. Mais je pense que oui, les scores vont augmenter. Et comme disait très bien Jean-Marie Le Pen, le but n'est pas que d'avoir le pouvoir. Le but est que le pouvoir et les autres candidats soient obligés de prendre compte de notre existence. Et de vos Co- thématiques et ça je le comprends tout à fait effectivement, heu, à contrario, voilà, vous allez m'obliger à parler du Rassemblement national. Bah, le Rassemblement national, va arriver au pouvoir, dénudé de toute idéologie droitière, pardon. Donc, vaut-il mieux ne pas arriver au pouvoir, mais avec des thématiques qui infusent ou l'avoir, mais ne plus avoir, la volonté de changer les choses? C'est une vraie question, je ne sais pas. Hem, je pense qu'il est quand même bon que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Je pense que c'est une bonne chose. Je sais que d'autres, au parti de la France sont plus sévères que moi, vis-à-vis du Rassemblement national. Moi, je ne veux pas du tout fermer le dialogue. En réalité, c'est plutôt eux, je parle du Rassemblement national, qui le ferment avec nous. Je parle des mouvances diverses et variées de droite nationale, que l'inverse. Nous, en réalité, nous sommes dans une forme de dialogue. Eux, ils sont dans une forme de stratégie de la cravate. Je pense que nous l'avons identifié, nous le comprenons. Il faudra, peut-être, accepter une certaine forme de porosité. Voilà, j'appelle de mes vœux une certaine forme de porosité entre, le parti qui a vocation, à arriver au pouvoir dans les prochaines années et les organes qui se battent corps et âme, depuis, parfois plusieurs décennies. Et j'ajoute, enfin, qu'il faudrait que le Rassemblement national comprenne que les éléments militants les plus valeureux sont les éléments militants qu'il renvoie et que ça, ce serait quand même, important à comprendre puisqu'ils se retrouvent entre timorés. Mais les timorés, c'est pas uniquement des gens qui passent bien dans les salons, c'est également des gens avec lesquels, eh bien, vous ne pouvez pas
tout simplement, pousser, dans le bon sens, heu le champ politique, tout simplement parce qu'ils n'en ont ni la force ni la volonté. Si vous êtes entouré de tièdes, votre programme restera tiède. Donc c'est quand même bien, d'avoir, quelques têtes brûlées et quelques intellectuels sur lesquels s'appuyer, lorsque l'on veut arriver au pouvoir. Et je reproche au Rassemblement national de s'être détaché de tous ces gens-là. Voilà, le reproche que je pourrais faire au Rassemblement national. Et ces gens-là viennent chez nous. C'est vrai, Souvent, oui, c'est on vrai. est Souvent, beaucoup, oui, oui, tout à fait. on est beaucoup à venir dont moi d'ailleurs, on est beaucoup à venir, du Front national suite à une exclusion bien injuste, à mes yeux en tout cas, bien injuste. Tout à fait. D'origine maurassienne, on peut le dire, vous êtes d'origine maurassienne, même si c'est pas une origine géographique, hein, là on parle d'origine idéologique. Quelle est votre vision, excusez-moi, sur les mouvements royalistes actuels? Elle est assez sévère, je dois le dire, c'est une bonne question. Comment, pourrais-je résumer la chose? Alors, si on s'arrête, à 2 formations qui me viennent en tête, l'Action française et le CRAF, sans, parler des guéguerres, dynastiques, entre les 2, et cetera. On va pas rentrer dans les querelles, dans les querelles, idiotes, et intestines. Mais en tout cas, donc pour ce qui est de l'AF, eh bien, je déplore qu'ils invitent plus Rougeron et Bégodeau que des gens de notre famille politique. Donc, selon moi, la question se pose sur ce qu'ils estiment, être, en 2025, le cercle de la raison. Je comprends parfaitement leur volonté de parler avec tout le monde, de donner la parole à tout le monde. C'est tout à fait louable et ça, je le comprends. Mais aujourd'hui, ça devient un prétexte à inviter principalement des marxistes. Et lorsqu'on se dit, d'héritage, maurassien, je pense qu'au bout d'un moment, il y a malice. On peut inviter des marxistes, il ne s'agit pas d'être sectaire et je comprends tout à fait encore une fois la volonté de l'Action française. Moi-même, je ne suis pas du tout sectaire, je parle avec, des gens de sensibilités vraiment très différentes, les unes des autres et je cherche à maintenir le dialogue avec toutes. Mais eh bien, j'observe que, lorsque vous regardez un petit peu les actualités, de l'Action française, on s'éloigne de plus en plus des thématiques, maurassiennes traditionnelles, pour, arriver sur, des thématiques, qui sont, des thématiques vaguement souverainistes, qui sont des impasses politiques en réalité, dans lesquelles, l'AF tente de se reconstruire une existence, alors qu'ils devraient, eh bien être les héritiers de Maurras. Alors, là, ça va faire réactionnaire ce que je veux dire, mais le royalisme est réactionnaire. Donc s'ils se considèrent comme, royalistes et comme héritiers de Maurras, et qu'ils acceptent Maurras, encore comme la figure tutélaire de leur mouvement, eh bien, il faut qu'ils, conçoivent, les reproches que je peux, leur faire et que beaucoup d'ailleurs leur font. Je ne suis pas du tout le seul. On aimerait effectivement que des, Thomas Joly, on aimerait que des, pourquoi pas, Daniel Conversano, puissent être, invités à l'Action française. Je crois que Daniel Conversano avait, eh bien, fait une vidéo à ce sujet il y a quelques années, avait demandé un débat avec des royalistes qui était resté lettre morte. Alors il y a une espèce de suffisance morale également, du côté des royalistes, à considérer qu'intellectuellement ils sont, armés et en fin de compte à ne pas accueillir la vraie opposition. Et ils se retrouvent à être plus proches idéologiquement de François Bégodeau que d'un Daniel Conversano, ce qui est quand même problématique à mon sens. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que Daniel Conversano est l'alpha et l'oméga de la pensée de droite, mais simplement c'est un représentant d'un courant de droite qui pourrait s'appeler, l'ethno-différentialisme ou le racialisme. Il y en a d'autres, j'ai cité Thomas Joly. Thomas Joly est sur une approche un peu différente, mais il a toute sa légitimité à mon sens dans un mouvement qui se dit maurassien, et il n'a jamais été invité à ma connaissance. Peut-être que je me trompe. Donc Oh, vous voilà vous ce que je trompez pourrais dire pas. sur l'action. Vous vous Voilà, trompez. bah, exactement. Bon, Moi, bah, j'avais écoutez, eu c'est une anecdote que j'avais j'en déjà avais présumé. racontée. Enfin, une double anecdote que j'avais déjà racontée. Première anecdote, c'était le responsable. Moi, je balance, j'en ai rien à faire, hein. Vous me connaissez, chers auditeurs. Je vais travailler pour une vidéo avec le responsable de l'Action française de Reims. Reims, la ville du couronnement, etc. Vous connaissez. Donc, assez chargé quand même en histoire, hein. Et lorsqu'on s'est appelé pour convenir d'une vidéo, qui est sur la chaîne du Parti de la France, hein, pas sur la chaîne de l'Action française, et ben il m'a demandé de me présenter, et je lui ai dit, bah voilà, le Parti de la France, il a tapé sur Wikipédia, il a dit, mais attendez, c'est marqué sur Wikipédia que vous êtes un parti pétainiste.
et il m'a dit: «Mais attendez, comment vous pouvez soutenir, plus Pétain que De Gaulle? De Gaulle, il est très, très bien» et cetera. Bon, j'ai évidemment, Je il pense y a pas que eu de alors si je peux me collaboration. permettre si je peux me permettre Alexandre, je pense que vous mettez le doigt sur le nœud du problème avec l'Action française. C'est qu'en Mmh. réalité donc je vais pas refaire l'historique, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Action française, vous connaissez certainement cette période. Il y a eu, eh bien, comment dirais-je? Le procès de Maurras, hein, d'ailleurs Maurras avait dit que c'était la revanche de Dreyfus, c'était le mot de Maurras à l'époque. Il devait être, exécuté, ça a été commué un peu comme, Pétain en exil ou en prison à vie, je ne sais plus. Ils ont, oui, oui. Mais Il voilà, c'était la prison. dans des conditions déplorables, tout à fait. Oui, ça ne m'étonne pas de la République. Mais effectivement donc Charles Maurras, a collaboré. Alors collaboré intellectuellement parce qu'il n'a pas collaboré forcément physiquement, mais c'est vrai que l'Action française est sortie pendant la guerre et qu'il tirait à boulet rouge, effectivement, sur les juifs, il tirait à boulet rouge, sur les résistants également, et voilà, il était dans une visée, qui dépassait même l'attentisme parfois, de Philippe Pétain. Donc ça lui a été largement, évidemment reproché par ses enfants idéologiques et c'est là où il y a une espèce de rupture à l'Action française et effectivement il a fallu, pour l'Action française se réinventer après-guerre et je pense qu'elle a subi de plein fouet une forme de traumatisme. Un peu comme le Rassemblement national, a dû se détacher, des frasques, paternelles, si vous voyez, à quoi je fais référence, eh bien je pense que, l'Action française a dû affronter exactement la même vague. Dans une autre proportion, naturellement, mais a dû entre guillemets «se dédiaboliser» et pour, retrouver, eh bien une légitimité, pour retrouver une existence politique possible, ce que ne lui permettait pas la République, entre 45 et 55 je crois. Je peux me tromper à quelques années près, mais il y avait eu, vraiment une très forte répression parce que tout simplement, le chef de l'Action française avait, bien pris le parti de Pétain. Il avait accueilli, la collaboration comme une divine providence. Donc ça a été suffisamment reproché à l'Action française et je pense qu'à ce titre, eh bien, ils se sont réinventés loin du personnage de Maurras. Sauf que l'Action française, c'est Charles Maurras. Mmh. Donc, heu, est-ce qu'ils sont dans la droite, lignée? Est-ce qu'ils peuvent vraiment se revendiquer de Charles Maurras? Est-ce qu'ils font, du cherry picking, comme on dit de nos jours, hein, de la cueillette de cerises? C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment, ce qui, les arrange chez Charles Maurras, et rejettent le reste? Je peux le comprendre, on peut prendre, chez un théoricien ce qui nous arrange et rejeter le reste. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il est encore pertinent de se revendiquer de Charles Maurras dans son entièreté? Je ne sais pas. Il y a vraiment, je pense, une espèce de dissonance à l'Action française sur le personnage de Charles Maurras. Le CRAF d'ailleurs, eh bien, en a conscience et sur une ligne peut-être un peu plus, old school, vis-à-vis de la personne de Charles Maurras et de l'héritage de l'Action française. Donc c'est une question passionnante qui mériterait, probablement une émission à elle seule. J'aurais beaucoup de choses à en dire. Du reste, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, pardon. L'Action française est une excellente école de formation. Voilà, il faut bien le dire. Ça reste une excellente école de formation politique. Lorsqu'on part de rien en particulier, hein, voilà, pour des gens qui, ont des BTS ou ont des masters dans des domaines qui sont absolument pas, en lien avec la politique ou la philosophie, ça reste beaucoup mieux que les écoles de sciences politiques républicaines. Voilà. Vous apprendrez beaucoup plus de choses et vous vous formerez politiquement beaucoup plus. Mmh. Si vous êtes de droite et que vous allez dans une école de sciences politiques républicaines, à quelques rares exceptions près, vous allez plutôt vous faire déformer par la République que former à vos idées. Mmh. Donc c'est très bien que l'Action française existe encore, puisqu'elle forme des jeunes, mais je recommande évidemment à ces jeunes ensuite de se barrer, de prendre ce que l'Action française, peut leur offrir et ensuite de se barrer, de pouvoir, eh bien, accepter d'évoluer, dans, leurs pensées et de ne pas tomber dans ce que Charles Maurras appelait le romantisme, quand il visait, Chateaubriand et je vois, effectivement que beaucoup de jeunes à l'Action française, sont, pourrait être l'objet de la critique de Maurras, qu'il avait faite à l'époque à Chateaubriand. C'est-à-dire trop de romantisme et finalement, un romantisme stérile. Donc je pense qu'il s'agit réellement de se reconnecter, au réel, que beaucoup ne le sont pas aujourd'hui, heu et que le marxisme ne doit pas être, eh bien le comment dirais-je? Le faux-nez du royalisme. Ça n'a rien à voir. Un royaliste, à mon sens, ne peut pas être marxiste. Et aujourd'hui, on a une espèce de connivence un petit peu schizophrène, justement, entre ces 2 écoles politiques et ces 2 écoles idéologiques.
qui me semble un peu dingue. Mais c'est plutôt bien négocié, c'est au bénéfice de la gauche, encore une fois, puisque Bégodeau peut présenter, très largement ses thèmes, et ses thèses, à l'Action française, plusieurs fois par an, si ce n'est plusieurs fois par mois. Donc voilà, j'aimerais tout simplement, je ne ferme pas le dialogue, j'aimerais discuter avec l'Action française à nouveau, mais je pense qu'il, faudrait, eh bien, s'entendre sur un certain nombre de points, que tout simplement, eux ne sont pas prêts à reconnaître leurs erreurs, ne sont pas prêts à ouvrir, le placard et à regarder les dossiers un peu moches et accepter qu'il faille, dépasser justement ce traumatisme pétainiste, qui est le leur. Et la seconde anecdote que j'avais, c'était, alors je suivais, il s'avère que je suivais un cours de catéchisme sur le travail et l'argent, et il y avait le responsable de l'Action française qui suivait le cours avec moi. Et de ma région, le responsable de l'Action française de ma région. Et il s'avère qu'à un moment donné, le prêtre, monsieur l'abbé, il dit qu'il est impossible, il est très incohérent plutôt, d'être catholique et d'être communiste, que les deux ne pouvaient pas aller ensemble. Et tu es le responsable de l'Action française qui a dit pour moi, il est impossible de se prétendre catholique sans être marxiste. Bon, voilà, vous avez compris. Mais c'est-à-dire que oui, voilà, mais ça montre bien parce qu'il y a également une évolution sociologique, C'est grave. du royaliste de base. C'est-à-dire que, vous aviez plutôt, autrefois, des jeunes qui étaient quand même, issus de milieux, de droite, catholiques et cetera, qui étaient un peu, dans la lignée des camelots, dans la lignée des camelots du roi. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans, on n'est plus du tout dans cette culture politique. Je pense qu'il y a encore un folklore, voilà, il y a un folklore royaliste avec les chansons à boire, avec la camaraderie, hein, qui est réelle, à l'Action française, mais qu'en réalité, au-delà de cela, vous n'avez plus, grand fond, sur les idées maurassiennes qui rejetaient en bloc le marxisme, L'approche matérialiste historique ne correspond tout simplement pas aux écrits de Charles Maurras et au-delà du royalisme, à la royauté. Il faut bien le dire, le royalisme, c'est la royauté qui a perdu. Ça, c'est quand même quelque chose à reconnaître. Le royalisme n'a pu être théorisé que parce que la royauté n'existait plus. Bon, eh bien, la royauté, quand elle existait, n'était absolument pas dans des idées ne serait-ce que proto-marxistes, ça n'existait pas. Donc c'est, un anachronisme et c'est contraire à la doctrine, je pense, sociale de l'Église, hein. Mais ils le savent, ils ont, lu, La Tour du Pin, ils ont lu les auteurs, catholiques sociaux et ils savent que ça n'a rien à voir dans le fond avec le marxisme. Ce sont 2 choses, très distinctes, et antagoniques. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Continuons si vous le voulez bien, parce que vous, voilà, au-delà des royalistes, vous êtes aussi taquin avec les souverainistes. Pourquoi ce mépris envers cette catégorisation quand même de plus en plus importante dans notre milieu, le milieu de la droite authentique et nationale? Eh bien, je dirais que c'est pour la même raison, que leurs cousins royalistes, hein. Je pense qu'ils sont cousins, hein, idéologiquement. Hem, c'est qu'ils confondent le souhaitable et le probable. Je pourrais m'arrêter là. Je pense que cette réponse aurait été suffisante. Je vais développer un petit peu, mais le fond de l'histoire, c'est cela. C'est qu'il y a une forme de romantisme, alors plus présent évidemment chez les royalistes que les souverainistes, hein. Les souverainistes, se drapent davantage, des oripeaux, du pragmatisme. Mais en fin de compte, sont dans le souhaitable et ne sont pas dans le probable. D'ailleurs, les royalistes à cet égard ont, une formule, ils disent, hem, le retour du roi n'est pas probable mais souhaitable ou quelque chose comme ça, ils se reconnaîtront, ils l'ont certainement déjà entendu s'ils m'écoutent. C'est une phrase qui a cours dans les milieux royalistes. Bon, eh bien, je pense que ça en dit suffisamment sur eux et le fait qu'ils soient, si j'ose dire, cul et chemise avec les souverainistes montre leur cousinage, idéologique. Donc il y a, effectivement une confusion grave, c'est grave en termes d'analyse politique, entre le souhaitable et le probable. Ce qu'ils veulent n'arrivera pas. Mais ils considèrent que c'est souhaitable. Bah, écoutez, mon cher Alexandre, moi je peux vous sortir 10 utopies qui sont souhaitables et c'est pas pour autant que je réussirai à leur donner corps, dans le pays réel, comme disait Charles Maurras. Donc il faudrait un petit peu se réveiller. Voilà. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils s'entendent si bien, hein. Le réel n'est vraiment pas au cœur de leur doctrine, hein. Ils se revendiquent du pays réel, ils se revendiquent de la réalité. Ils entretiennent une forme de connexion justement avec, le pays réel, mais ils sont à 1000 lieues des réalités politiques, du pays. De temps en temps, ils sont, ravis,
et bien, de voir que, une certaine idée de la France monarchique, ne rencontre pas, d'hostilité auprès des Français et si j'ose dire, il s'astique là-dessus. Mais ce n'est pas bien sérieux. Politiquement, ce n'est pas bien sérieux et je serais prêt évidemment à en débattre avec un royaliste conséquent, avec le plus grand plaisir. Ça fait d'ailleurs plusieurs fois que je leur propose et j'ai, rarement des réponses, comme ils ont, d'ailleurs refusé, avec Daniel Conversano et visiblement avec Thomas Joly également. Il y en a un Donc je dis il y en a un, je pourrais te donner son contact qui pourrait, te dire oui, ce serait Franck Abed. Je pense que lui, il accepterait. mais je crois que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger brièvement, avec ce monsieur, sur un live, sur lequel tu m'avais entraîné, presque par erreur. Bon, moi je trouve que ces gens-là sont vraiment à 1000 lieues du réel. Ah ouais, bah Heu complètement, hein. Bah oui. c'est vraiment c'est inquiétant parce que moi je me souviens être arrivé sur ce live et m'être dit: «Mais dans quel monde vivent-ils quoi en réalité?» heu, c'est le pays réel, il passe totalement à côté et je suis lecteur de Maurras et je suis lecteur de Barrès et j'ai lu, Bainville, j'ai lu, tous ces auteurs-là. Je connais leur bagage, idéologique mais encore une fois, ils sont dans le souhaitable, ils aiment cette esthétique. D'ailleurs, beaucoup, cultivent une certaine esthétique et cetera, pourquoi pas? Heu, mais c'est parce que cette esthétique leur plaît, qu'ils se rattachent politiquement également, à son expression idéologique. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux sur le fond et je serais prêt à en débattre a avec eux. Mais je pense d'ailleurs qu'ils tombent dans une vieille erreur maurrassienne, hein, parce que Maurras, a fait des erreurs, il faut bien le dire. Il avait une formule qui s'est enfin, il avait une formule, il avait même une théorie politique qu'il, appelait l'empirisme organisateur, qu'il prônait tout en tenant une ligne politique, absolument contraire aux expériences, et aux aspirations des peuples européens. Plus il vous martelait, l'empirisme, 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 moins il basait, sa théorie politique sur l'expérience des peuples européens. Donc ça, c'est une vraie dissonance, chez Charles Maurras et il faut bien le dire, il y a des faiblesses doctrinales, chez Charles Maurras et ça ne m'empêche pas, de respecter, l'homme qu'il a pu être et l'érudit et l'académicien, il faut bien le dire. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il serait bien que on sorte un petit peu justement des chimères, royalistes, à ce niveau-là. On est quand même en 2025. Moi, j'ai envie de Oui. leur dire une chose à ceux qui m'écoutent et j'arrêterai ensuite. Heu, vous êtes peut-être à 15 ans de la disparition de votre ethnie. Et à 15 ans de la disparition de votre ethnie, vous êtes en train de vous bagarrer à savoir est-ce que c'est la famille d'Orléans ou la famille de Bourbon? Il serait temps de se réveiller les gars. Réveillez-vous. Heu, Réveillez-vous parce que vous avez des niveaux de politisation et vous avez des niveaux de bonne volonté. Vous êtes souvent des gens de bonne volonté. Je m'adresse aux jeunes, les vieux c'est autre chose. Les jeunes de l'Action française, vous êtes des gens qui sont pleins de bonne volonté, qui ont encore, certaines illusions mais qui sont honorables, qui c'est des erreurs de bonne foi et et bien à ce titre, réfléchissez par vous-même, j'ai envie de vous le dire. Réfléchissez par vous-même. Demandez-vous vraiment dans la hiérarchie des urgences, si ce que vous considérez être la priorité l'est vraiment. Moi, je crois que non. Je crois que vous faites fausse route et une forme d'humilité serait de le reconnaître. Moi, j'ai déjà reconnu plusieurs fois dans ma vie que j'avais fait fausse route. Je viens du royalisme. J'avais fait fausse route, voilà, je le dis. Donc ce serait bien que certains jeunes, royalistes qui sont encore, eh bien, sauvables, eh bien, puissent être sauvés, puissent, eh bien, grossir les rangs, heu, d'une droite d'avenir et non d'une droite de passé qui n'a plus aucune incidence. Il n'y a plus de victoire politique de l'Action française depuis 100 ans. La dernière victoire politique majeure de l'Action française, en réalité, c'est Jeanne d'Arc en 1922. Bon, donc ce n'est pas bien sérieux, ce n'est pas bien sérieux. On est sur un mouvement qui accompagne, effectivement l'histoire de la troisième, quatrième, cinquième République. C'est un mouvement très long, mais ces victoires, politiques sont assez sommaires. On pourra mmh, toujours accuser de la roque, en 34, on pourra toujours, dire, ci ou ça, sur, une uchronie, sortie du chapeau. Mais en réalité, l'Action française, c'est de la théorie, les gars, passez à la pratique et la pratique, peut-être que vous ne l'avez pas parce que votre fond doctrinal est mauvais. Je vous propose d'en adopter un nouveau. Voilà. Donc en réalité, bon, je reviens un petit peu au souverainisme, hein, parce que j'ai pas mal tapé sur les royalistes, mon cher Alexandre. oui, c'est vrai que la question c'est sur les Ça c'était sur les ça souverainistes, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, donc pour moi, le souverainisme, ça tient, de la posture morale, plus que de la posture politique ou de la pensée politique. C'est une manière de dire aux autres: «Regardez, je pense en priorité à l'intérêt supérieur de la nation, alors que vous, vous n'y pensez plus» et de Mmh. le dire avec une certaine forme de suffisance également à la droite.
qui pourtant, a l'intérêt national et ethnique, chevillé au corps. En tout cas, je parle de la droite nationale, évidemment. Donc pour moi, c'est une, façon d'éloigner les bonnes volontés de l'action publique. En définitive, je pense que ce sont des comment dire? Le contraire des empêcheurs, à tourner en rond, les obligeurs à tourner en rond. C'est des gens qui vraiment égarent, des gens de bonne volonté et encore une fois, je ne mélange pas la base et le sommet. Je pense que parmi les gens qui les écoutent, il y a beaucoup de gens de bonne volonté, il y a beaucoup de Français du quotidien, des Français du pays réel qui tombent dans les erreurs, eh bien, des souverainistes de bonne foi, encore une fois. Moi, je parle régulièrement avec des gens, dans la rue, j'interpelle régulièrement. Moi, je suis quelqu'un de très actif, à ma petite échelle. J'aime beaucoup, parler avec les gens. Je parle très naturellement avec les gens dans la rue. J'ai gardé, certains enseignements justement, du pays réel et je constate que beaucoup de gens, sont tombés dans le panneau d'un Florian Philippot. Je constate que beaucoup de gens sont tombés dans le panneau d'un Rougeron même, il commence à être connu, par les «normies» entre guillemets. Donc c'est un problème parce que quand on discute avec eux, on voit les failles du raisonnement, on voit qu'il y a une espèce d'enjambée, si ce n'est un salto arrière dès qu'il s'agit d'évoquer la question ethnique. Volontairement évidemment, hein, volontairement, hein. C'est délibéré et je pense que ce sont des boutiquiers qui gagnent très bien leur vie et qui comprennent qu'ils ont un filon qu'ils n'auront plus s'ils cèdent, à la pensée ethno-racialiste, tout simplement. Ils le comprennent parfaitement, ils savent qu'ils sont sur une espèce de fil tendu entre l'acceptable et le non acceptable, qu'en réalité, ils ne risqueront jamais de procès contrairement à nous et qu'ils en profitent allègrement pour se remplir les fouilles. Voilà, je pense qu'ils profitent tout simplement de la misère des gens, mais vraiment. Je pense que Florian Philippot se verse entre 10 et 20 000 € par mois. Heu, je ne lui reproche pas d'avoir un gros salaire, je lui reproche d'égarer les gens et d'en tirer un gros salaire. Voilà, donc en termes moral quand, eh bien, on se dit souverainiste, je pense qu'il y a certaines dissonances. En tout cas, pour les gens qui sont les tenants des boutiques, du souverainisme actuellement en France. Donc voilà et puis enfin, il y a une autre idée, heu, qui est, selon moi nihiliste chez les souverainistes. C'est la question, mais alors, à quoi bon s'impliquer localement? À quoi bon s'impliquer à petite échelle puisque absolument tout est décidé à Bruxelles et à Strasbourg? Mais laissez le feu dans les rues. S'il y a une femme, qui se fait agresser en face de vous, mais n'intervenez pas. C'est à Bruxelles que ça se décide. C'est à cause de Bruxelles qu'elle se fait agresser. Bah, n'intervenez pas. N'intervenez pas, sur les projets, immobiliers, heu, migrantistes, dans votre ville. Ah non, c'est à Bruxelles, c'est des directives. Donc pourquoi intervenir? Pourquoi essayer à votre échelle de faire quelque chose? Vous ne pouvez rien faire. Donc c'est une posture infantilisante et aliénante, le souverainisme. Et la plupart du temps, d'ailleurs, on le voit. On voit que les gens qui sont des militants souverainistes ont des niveaux de militantisme qui sont très faibles par rapport aux nôtres, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu dans le discours, dans le discours, dans le discours. Et une fois qu'ils vous ont asséné leurs éléments de langage, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a quasiment plus de présence. Il n'y a pas de maillage territorial. Politiquement, est-ce qu'il y a une volonté de faire des élus? Oui, peut-être pour améliorer la boutique, si j'ose dire. Mais au-delà de ça, c'est très faible, hein, c'est très faible. Donc non, je n'ai aucune sympathie pour les mouvements souverainistes. Encore une fois, pour leur base, c'est différent. Il y a beaucoup de gens, qui, font, l'erreur de bonne foi, heu, mais on ne fait que leur proposer des débats, hein. Ça, c'est des gens, également, auxquels j'ai proposé des débats, j'ai essayé de rentrer en contact également avec, Rougeron, ça n'a pas donné suite, heu et ça fait des années que ces gens-là nous esquivent. Parce que rhétoriquement, nous leur sommes supérieurs et je ne parle pas de moi individuellement. Je parle de notre mouvement, de notre, école de pensée au sein de la droite nationale. Nous sommes supérieurs sur le plan rhétorique et philosophique et ils le savent, donc ils refusent l'affrontement. S'ils savaient qu'ils gagnaient, en réalité, mon cher Alexandre, vous ne Mmh. pensez pas qu'ils, descendraient dans l'arène? Qu'est-ce qu'ils auraient à Mmh. perdre? C'est Qu'est-ce qu'ils vrai. auraient à perdre? Voilà, donc en réalité, la réalité est là et je m'arrêterai là-dessus, mais je pense vraiment qu'il faudra se défaire, de ce logiciel de pensée et qu'il restera, eh bien, dans, les abysses de l'histoire, là où est sa place. Je comprends bien. J'ai une dernière question pour vous, mon cher Tom Bombadil, une question que je vais vous poser à vous aussi, chers auditeurs. J'attends votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. La question que j'aimerais vous poser, pour finir, pour conclure, c'est: la droite, pour exister, doit se réinventer.
pour exister tout simplement dans notre réalité actuelle, pour ne pas être en dehors du pays réel. Donc elle doit, je sais pas, elle doit s'accaparer, les nouveaux arts, elle doit s'accaparer les jeux vidéo aussi, je pense, la manière de communiquer, les nouveaux réseaux, les nouveaux médias, bref, elle doit exister. Mais comment rendre cela compatible, si c'est possible et si c'est souhaitable, avec une droite traditionnaliste? Bah, personnellement, je ne me revendique pas de cette droite traditionnaliste, donc j'aurais beau jeu de vous répondre. Hem, je pense que le rôle de la droite, c'est justement d'aller vers l'avenir et qu'il y a une forme de on a accepté d'être dans le rôle des réactionnaires et il faut vraiment qu'on sorte de cette acceptation et qu'on sorte de ce rôle, je pense. Je pense qu'il faut également qu'on sorte d'une vision du temps où la modernité est le dernier stade d'une civilisation. On a vraiment acté qu'on ne pourrait que revenir en arrière pour faire quelque chose de bien et qu'il ne faudrait pas aller en avant. Ça, c'est une idée dans notre conception, dans notre schéma mental à droite qui est beaucoup trop présente à mon sens. Il faudrait au contraire, je pense, incarner un avenir, incarner l'avenir et donc cesser d'incarner ce que j'appellerais, pour être taquin, la droite naphtaline. Il faudrait justement un petit peu sortir de cette, vision-là, heu et comprendre en réalité que les années qui arrivent sont des années qui vont modifier énormément de choses dans notre quotidien. On est face à une révolution majeure. Je sais que nous avons des avis un petit peu divergents là-dessus, mon cher Alexandre, mais je suis convaincu que l'intelligence artificielle, les AGI et la robotique vont bouleverser nos quotidiens, de manière absolument, imprévisible et que même le futurologue le plus avisé, en réalité, aura beaucoup de mal à, et bien, anticiper les conséquences que ça pourrait avoir sur le corps social, mais également sur, la politique, sur, la migration, pourquoi pas. Il y a vraiment une chaîne chaîne d'événements, possibles qui est, extrêmement vaste. Donc je pense que la droite, devrait, et bien, beaucoup plus réfléchir, à ces thématiques-là actuellement, que de se demander si, encore une fois, hein, un petit peu pour, taper à nouveau sur les royalistes, si la messe tridentine, c'est mieux que la messe, Vatican II, si, la famille, d'Orléans, c'est vraiment, digne, de la France, si, je ne sais pas, il y a beaucoup de questions qui se posent à droite. Moi, des fois, je me retrouve dans des salons un petit peu de droite, j'écoute les gens, je me dis: «Mais mon Dieu, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce ne sont pas les priorités des Français?» Ensuite, il s'agit pas de dire que les Français ont conscience, de tous les enjeux et de faire dans comment dirais-je? Dans, une forme d'idolâtrie de la démocratie où le peuple a toujours raison, je dis pas ça. Il lui faut un guide, il faut une classe élitique, naturellement. Mais je pense que la classe élitique que propose actuellement la droite n'est pas à la hauteur des enjeux futurs et qu'il faudra se réinventer. Il y a des acteurs à droite, en France qui en ont conscience et d'autres qui n'en ont pas conscience et qui deviennent un petit peu malheureusement les caricatures d'eux-mêmes et les parodies d'eux-mêmes. Donc voilà, moi je pense pas que le traditionnalisme de toute façon ne survit pas, à la réalité du monde. Il y avait une phrase de Charles Péguy, dans «L'argent», à ce propos. Charles Péguy disait, déjà dans les carnets de la quinzaine, je crois que c'était en 1912 à vérifier, lorsqu'il a sorti le premier cahier, de l'argent, il l'a sorti en 2 temps, mais le premier cahier, intitulé «L'argent», il disait, «Aujourd'hui, le plus insupportable des disciples de Maurras est moins un homme de l'ancien temps que ne l'était le dernier des ouvriers de ce temps-là». Et quand il avait dit ça, il avait tout dit. Et je pense qu'on peut calquer, eh bien, la phrase de Peggy, sur la réalité, actuelle, 100 ans plus tard, plus de 100 ans plus tard. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se prétendent de l'ancien monde, mais ils n'en sont pas et ils n'ont pas conscience de ne pas en être. Parce que tout simplement, ils ont vécu dans des conditions, de confort, dans des conditions de vie qui sont tout à fait différentes de celles de leurs arrière-grands-parents ou de leurs arrière-arrière-arrière-grands-parents. Donc, se prétendre un homme de l'ancien monde et traditionnaliste me semble un petit peu caricatural dans la mesure où nous n'en sommes pas. Nos arrière-grands-parents n'ont jamais connu, YouTube. Nos arrière-grands-parents n'ont jamais connu, que sais-je encore, internet. Voilà, en tout cas, les miens, non. La génération encore d'avant, eh bien, labourait aux champs, sans tracteur. Voilà, labourait, avec les bêtes. 90 des gens étaient des paysans et des petits ouvriers et des journaliers. Donc
Non, voilà, je pense que la droite traditionnelle, elle existait parce que, le pays était traditionnel et qu'aujourd'hui on va vers une autre droite, une nouvelle droite, parce que, nos conditions de vie sont très différentes de celles de nos anciens. Et ça ne nous empêche pas de respecter nos anciens et de retenir le maximum de leurs enseignements. Et il faut, je pense sortir, voilà, du fantasme du retour, de l'esthétique ancienne, des mousquetaires, du duel, et cetera. C'est très agréable, pourquoi pas entre officiers, au pré à 6 heures, voilà, c'est toujours sympa. Il y a une esthétique qui est sympa. Mais nous ne sommes plus à l'époque de Barry Lyndon. Donc il faut en prendre acte et il faut un petit peu se réveiller là-dessus et réfléchir au contraire à ce que sera la vie, eh bien dans 20 ans, même si c'est très difficile à conceptualiser et encore plus ce que sera la vie de nos enfants dans 50 ans. Voilà, ce sera ma réponse. Bah, merci beaucoup pour cette belle réponse et merci d'avoir répondu à mes 10 questions principales. Merci beaucoup, cher Tom. J'espère, chers auditeurs, que vous vous êtes amusés, vous aussi, à répondre à ces questions. Bah, quand vous êtes concernés, bien évidemment, quand je lui demande sa méthode de travail pour les vidéos, bon, j'imagine bien que ça touche pas tout le monde. Mais pour les questions idéologiques, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a stimulé, que ça vous a captivé. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Tom Bombadil, il y aura la chaîne évidemment dans la description comme d'habitude à chaque fois qu'on collabore ensemble. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, partagez-la, mettez un pouce bleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt. Là, en ce moment, c'est l'été, donc oui, c'est des vidéos. Je sais pas vraiment, voilà, le planning des vidéos, je sais pas quand ça va sortir, mais je sais que prochainement, Tom Bombadil va revenir sur nos antennes pour faire le jeu que nous appelons Fast and Curious. Il est courageux, hein, Tom, il est courageux. Bravo, Tom, hein, d'avance. Bravo, bravo. Merci, merci à vous mon cher Alexandre. Merci aux auditeurs pour leur attention, pour avoir, écouté cette émission, qui doit être assez longue, hein. J'ai pas le chronomètre, mais qui doit être assez longue. 1h05 à peu près. Voilà, Donc bon oui, bah donc oui, c'est écoutez, très long. Enfin, c'est merci très en long. tout cas à vous, C'est très long par rapport aux autres entretiens, je veux dire. C'est pas trop long, pas de problème. Oui, je suis Euh... bavard, j'ai cette réputation. pas de souci, pas de souci. Et voilà, bah Tom, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour, enfin dans, allez 2 semaines. On va se donner 2 semaines pour tourner le prochain Fast and Curious. Et pour ne pas rater ça, abonnez-vous, chers auditeurs. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Au revoir tout le monde.